Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Parlement fraîchement élu a siégé pour la première fois ce mardi en Tunisie. Une séance toutefois boycottée par le président sortant, Moncef Marzouki. Zoom sur une initiative destinée à dynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes au Nigeria. Lancé par l'homme d'affaires Tony Elumelu, le programme vise à créer 10 000 projets au cours des 10 prochaines années. Et à l'occasion de la journée de la lutte internationale contre le sida le 1er décembre, les activistes ougandais se sont insurgés contre une loi obligeant les femmes enceintes à se faire dépister. Ils craignent que cette loi ait un effet dissuasif sur le dépistage volontaire. Mais d'abord, le congrès du parti au pouvoir depuis 1981, le ZANU-PF, a commencé ce mardi au Zimbabwe. Les 12 000 délégués devraient reconduire le chef du parti et président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Mais cette année, le congrès se déroule dans une ambiance particulière. Plusieurs pontes du parti ont été évincées récemment. La vice-présidente Joyce Mujuru a été accusée de pactiser avec les Occidentaux et l'ancien leader des vétérans de la lutte pour l'indépendance, Jabulani Sibanda, a été arrêté vendredi dans la ville du Sud à Bulawayo. Le premier parlement post-révolution est entré en fonction en Tunisie. La session inaugurale s'est tenue ce mardi à Tunis en présence des membres du gouvernement et des députés. Les défis qui attendent les premiers parlementaires démocratiquement élus sont nombreux, comme nous le montrait de lettre Mirabel Bissou. Annoncé le 25 novembre dernier par le président de l'Assemblée constituante, la première session inaugurale du Parlement en Tunisie a eu lieu ce mardi 2 décembre. Cette session inaugurale, boycottée par le président sortant Moncef Marzouki, a vu la présence de plusieurs acteurs politiques. Premier Parlement du pays démocratiquement élu après le printemps tunisien, les défis à relever par cette nouvelle institution sont énormes. Les défis sont nombreux. Disons qu'aujourd'hui, les Tunisiens nous demandent avant tout de leur assurer leur sécurité. Ils nous demandent aussi que en tant qu'élus, nous soyons leur porte-parole auprès du gouvernement afin qu'ils prennent des dispositions pour rendre les prix plus abordables, parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens n'arrivent plus à subvenir, une grande partie des Tunisiens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. L'Assemblée constituante, dominée par les islamistes des Nahda, avait été élue en octobre 2011 pour rédiger une nouvelle constitution après la révolution qui avait renversé le pouvoir de Ben Ali. Le nouveau Parlement tunisien, élu le 26 octobre dernier, est dominé par les séculiers du parti Nida Tounes. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Tunisie, pour la première fois depuis l'indépendance, a une assemblée plurielle et démocratique, et j'espère qu'elle sera à la hauteur des attentes des Tunisiens et des Tunisiennes qui ont bien le droit d'être exigeants après tant d'années d'abord de répression, mais aussi après 3 années d'instabilité et de problèmes de tout ordre. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 23 novembre 2014 devant le président sortant, Moncef Marzouki. Le nouveau Parlement démocratiquement élu ouvre une nouvelle page de son histoire après 3 années d'antagonisme marquées par l'adoption de la constitution tunisienne. Au Nigeria, la ville de Damaturu sous couvre-feu depuis l'attaque de Boko Haram lundi. Cette ville du nord du pays avait été meurtrie par une attaque de la secte islamiste. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 morts. Provisoire car d'après les témoins, les membres de Boko Haram auraient emmené des victimes avec eux. Le gouvernement a demandé aux habitants de rester chez eux pour que la traque des terroristes se poursuive. Le Nigeria qui marque sur le plan économique la volonté de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent. Un objectif chiffré à 10 000 entreprises au cours des 10 prochaines années. C'est l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu qui est à l'origine de cette initiative. Reportage de notre correspondante à Folakio, Illinois. Le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme est un programme de 10 ans qui vise à former, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs dans les 54 pays du continent. Tony Elumelu, l'une des premières fortunes du Nigeria, souhaite ainsi aider les jeunes porteurs de projets d'entreprise à réaliser leurs rêves. Le programme d'entrepreneuriat se démultiplie à travers l'ensemble des 54 pays d'Afrique. Il ne fait pas de discrimination. Chaque Africain est admissible à cela. Nous voulons avoir 1 millier d'entrepreneurs chaque année pendant 10 ans. Ce sera 10 000 entrepreneurs et nous aurons à dépenser $100 millions pour qu'ils réussissent.
Ce programme qui s'étale sur 10 ans permettra de consacrer 100 millions de dollars dans la formation et le financement de 10 000 start-up et jeunes entrepreneurs du continent. L'objectif étant de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Angie est membre du comité de sélection des bénéficiaires. Son rôle au sein de la fondation, participer au traitement des candidatures francophones. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Presque toute la côte ouest africaine est francophone. Il est important que des efforts soient faits pour soutenir ces jeunes-là, surtout quand on voit une sorte de retard dans le succès enregistré par le secteur privé dans d'autres pays. L'environnement politico-juridique n'est pas particulièrement favorable aux entrepreneurs en comparaison avec les pays comme le Nigeria, où ils ont mis en place un système plus ou moins efficace. C'est ce qu'on voit au Kenya ou encore au Ghana. Les francophones sont encore en retard. Les jeunes intéressés pourront soumettre leur candidature à partir de janvier 2015 via le site web de la Fondation. Ils bénéficieront, s'ils sont retenus, de 12 semaines de formation et de 5 000 $. Ce financement permettra de donner vie à leur projet d'entreprise. Économie toujours et la loi des finances 2015, véritable point d'appui pour la relance économique à Madagascar. Après un débat houleux, elle a été adoptée sans amendement par le Parlement le 27 novembre 2014. Désormais, la planification du développement se fera avec une meilleure visibilité et plus de marge de manœuvre. Les précisions de Grazela Tchakounté, commentées par Adi Jasfar. Adoption du projet de loi de finances 2015 à Madagascar. Le gouvernement veut croire que l'année prochaine sera marquée par la relance économique et table sur une croissance de 5% du PIB contre 3% cette année. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur le partenariat public-privé et sur le potentiel de la grande île en matière de ressources humaines. C'est d'abord de mettre en place une véritable stratégie, laquelle sera basée sur une mesure, d'encouragement du secteur privé, mettre en place un environnement des affaires qui puisse permettre aux investisseurs de venir à Madagascar. Parallèlement, les recettes fiscales devraient également augmenter pour passer de 11,6 à 12,3% du PIB. Des perspectives basées sur l'instauration d'un régime fiscal des sociétés mères filiales, la généralisation de l'impôt sur les revenus intermittents et la nouvelle détermination de la base de l'impôt sur les plus-values immobilières par application d'un abattement forfaitaire de 75%. Si on augmente les recettes fiscales pour 2015, on n'est pas forcément obligé de recourir à des nouveaux taux ou à des nouvelles assiettes. Mais les mesures qui existent déjà ne sont pas encore exploitées au maximum. Ceci étant, ça ne va pas du tout entraver l'idée de la relance économique. Notons que les coopérations avec les partenaires techniques et financiers reprennent progressivement pour accompagner le pays dans ses actions de développement socio-économique afin d'en faire une nation moderne et prospère. D'ici là, le chemin est encore long, mais la grande île semble sur la bonne voie. La nouvelle loi sur la prévention du VIH-Sida en Ouganda, promulguée en août 2014, continue d'être l'objet de critiques. Elle exige le dépistage obligatoire des femmes enceintes et de leurs partenaires. Et des activistes ont profité de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida le lundi 1er décembre pour demander le retrait de certaines clauses liées à la confidentialité du statut sérologique. Les précisions de Gevanido. Des activistes ougandais réclament le retrait de certaines clauses de la nouvelle loi sur la prévention du VIH-Sida. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie, des défenseurs des droits humains se sont insurgés contre cette mesure qui oblige les femmes enceintes à se faire dépister avec leurs partenaires. Une loi qui, selon eux, aurait un effet dissuasif sur les dépistages volontaires. Nous constatons une tendance au recul. Nous avons fait tellement de progrès que nous ne voulons pas perdre. Donc ces lois qui insistent sur le dépistage obligatoire, elles devraient à mon sens être traitées et le message des spécialistes de service est clair. Il faudra prendre en compte le contexte, le définir. Ce sont toutes les zones grises qui créent la confusion et qui renvoient au public l'impression que maintenant, je ferais mieux de ne pas me faire dépister. La nouvelle loi a été promulguée en août dernier, après son adoption par le Parlement 3 mois plus tôt. Elle donne en outre le droit aux prestataires médicaux de divulguer le statut sérologique de leurs patients. Du côté du gouvernement, l'on privilégie le dialogue entre les acteurs. Nous ne voulons pas instaurer une situation où nous perdons effectivement les nombreux acquis au fil des ans.
Donc je suis d'accord, il y a eu certaines préoccupations qui ont été soulevées au niveau de la Commission ougandaise sur le sida. Nous nous efforçons de dialoguer avec les différents acteurs, avec le Parlement, avec les autres acteurs de l'exécutif pour essayer d'effacer certaines de ces zones où il y a un sentiment de doute et une certaine inquiétude. Selon les chiffres des Nations Unies, l'Ouganda a réussi à réduire son taux d'infection de 18,5% en 1992 à 5% en 2000. Mais le ministère de la Santé fixe le taux actuel à 7,3%. Un chiffre qui inquiète les organisations de lutte contre le sida. Pour elles, si les clauses de la nouvelle loi ne sont pas revues, cela pourrait encourager la stigmatisation et décourager plus de gens à se faire dépister et traiter. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.